Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la 14e édition de ce Enitalks. Enitalks, cette fois-ci sur le thème de la souveraineté numérique et industrielle, avec une grande question. Et si la souveraineté numérique était un enjeu vital pour nos organisations? On est, une fois n'est pas coutume, invité à la Digital Inspirationnelle à Quimper, au Chapeau Rouge, au centre des congrès de Quimper. Donc, tout d'abord, on les remercie vivement de cette invitation. On est très heureux de partager ce moment avec vous. Il y a du monde en ligne, puisque cette fois-ci, ce Enitalks-là ne se produit pas à 18h, mais à 15h, exceptionnellement, pour coller un petit peu avec les horaires de cet événement. La souveraineté numérique, c'est un sujet qui, lorsque l'on a préparé cette roadmap Enitalks, était un sujet dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. On va dire que les événements géopolitiques et les différents événements à travers le monde, eh bien, ont renforcé un petit peu ce besoin de parler de souveraineté numérique qui devient, on le sent de plus en plus, un enjeu pour nos organisations. Alors, est-ce que c'est un enjeu vital et comment on fait tout ça? Eh bien, c'est trois experts et expertes qui ont répondu présents pour cet Enitalk sur la souveraineté numérique, qui vont tenter de partager leur expérience enfin, sur le sujet en tout cas de la souveraineté numérique. Les Enitalks se sont organisés conjointement par trois structures du groupe ENI, École Nantaise Informatique. Initialement, il y a 42 ans que ce groupe est né, avec trois entités bien spécifiques. Une école informatique pour former sur les diplômes de Bac+2 à Bac+5 avec un cycle ingénieur. Un centre de service également pour vous former sur différentes stacks techniques et thématiques IT, si vous êtes collaborateur ou collaboratrice en poste, pour monter en compétence sur différents sujets. Puis les éditions ENI, alors c'est un peu la structure la plus connue du groupe, celle qui édite des ouvrages informatiques, aussi bien en papier qu'aujourd'hui en numérique, à travers la bibliothèque numérique. Stop là pour la publicité du groupe. On va passer également maintenant sur ce qui nous importe. Et donc, merci infiniment d'avoir répondu à cette invitation pour parler de souveraineté numérique. L'idée, c'est de vous présenter. Voilà, donc Juliette, tout d'abord, merci. Oui, merci beaucoup. Donc je travaille au centre hospitalier de Cornouailles, à Quimper en tant qu'ingénieure chargée d'application MCO, donc MCO pour le maintien en conditions opérationnelles. Et je m'occupe plus particulièrement des applications du domaine finance et pilotage. Donc voilà, on est un trinôme avec un chef de projet, une technicienne. On travaille au quotidien tous les trois. Super, bien merci d'avoir répondu à notre invitation. Sébastien? Oui, bonjour, Sébastien Lebras. Donc, je suis collègue de Juliette au centre hospitalier de Cornouailles à Quimper. Moi, je suis chef de projet du domaine médico-technique. Donc, quand on parle médico-technique, je vais travailler avec le service d'imagerie, le labo, la pharmacie, la cardiologie, la radiothérapie. Enfin voilà, c'est très très vaste. Et puis également, je suis référent télésanté sur l'établissement, donc télésanté autour de la téléconsultation, téléexpertise, et puis la télésurveillance. Donc j'accompagne aussi les services à développer ce type d'outils en fait. Donc, beaucoup de données et de données sensibles. Merci. Et Karine nous a rejoint également. Merci. Alors, bonjour à tous, bonjour à vous présents dans la salle et à vous présents sur Internet. Donc, je suis Karine Taxanowski et je suis juriste de formation. J'ai fondé et je dirige une petite entreprise qui s'appelle Conformity Data, qui est basée pas loin d'ici à Quimper, dans le pays Bigoudin, dans le Finistère. Et j'ai donc une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est protection des données. J'interviens auprès des entreprises en tant que déléguée à la protection des données, DPO, consultant cyber pour tout ce qui est cybersécurité. Et je donne également des formations dans le domaine du numérique. Eh bien, merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la souveraineté, la souveraineté numérique, c'est un vrai sujet, hein, comme on l'a dit. Donc, on va tenter, en tout cas, les Enitalks tentent de décrypter un petit peu ce qu'est le sujet
dont on va parler aujourd'hui. Décrypter, ça veut dire également donc avoir les contours de ce dont on parle, mais également on va aller chercher vous en tant que spectateur et spectatrice, comment on fait, c'est-à-dire quel premier pas on va faire pour effectivement aller vers cette souveraineté numérique. On va d'abord, et ça c'est c'est un peu on va dire l'habitude que l'on a lors de ces événements, c'est de savoir de quoi on parle. Et quand on parle de souveraineté numérique et industrielle, de quoi on parle? C'est quoi la souveraineté numérique? Pour moi, c'est principalement le fait de savoir en fait où on va stocker nos données, en fait, d'être complètement conscient et maître de la méthode de stockage, du lieu de stockage, d'être au fait aussi des réglementations juridiques des lieux où on va stocker. Et c'est déjà une première manière de le définir, enfin en tout cas pour moi. Ok, Karine? Oui, moi je compléterai juste en disant que la souveraineté, c'est aussi l'indépendance. C'est le fait de pouvoir maîtriser soi-même pour une organisation ses données, être souverain et libre de ses données. Ok. Je crois qu'elles ont bien résumé. Si je pouvais compléter, moi je dirais aussi de être maître aussi de nos applications, parce que on a de plus en plus d'applications qui sont hébergées en SaaS si on maîtrise pas tout, on peut se faire couper une application comme ça du jour au lendemain sans avoir notre mot à dire, et ça peut être vraiment très très contraignant. Effectivement, on l'a entendu avec SP, notamment récemment, qui a cette possibilité de couper ses services à distance. Ok. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre la souveraineté numérique et la souveraineté industrielle? Pour moi, c'est complémentaire. Parce que si on n'a pas l'infrastructure pour héberger tous nos données, nos applications, on n'ira pas très loin. On parle beaucoup là en ce moment de l'IA, mais derrière, il y a des serveurs sur lesquels il faut des puces. Et aujourd'hui, nous, on fabrique pas de puces en fait, hein, très clairement. Donc ça peut être problématique. Tout ce qui est hébergement de données, le cloud, c'est pareil. Aujourd'hui en France, on n'est pas très très au fait de tout ça. La moitié des données aujourd'hui, elles sont hébergées aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup en Asie. Ça a beaucoup changé en fait ces dernières années, puisqu'il y a, je crois que c'était en 1990. En Europe, on hébergeait à peu près 45% des données, et aujourd'hui, c'est plus de 9% en fait. En quelques années, ça a changé de continent. Oui, avec les hyperscalers américains notamment. Okay. Je pense aussi qu'on peut noter que le numérique maintenant fait partie absolument de tous les secteurs d'activité, toutes les branches. N'importe quelle entreprise qui va émerger va avoir besoin au bout d'un moment du numérique, va avoir besoin du coup de stocker une partie de ses données ou de faire en tout cas des transferts de données numériques. Il y aura à aucun moment la possibilité d'y échapper, que ce soit pour les données qui vont concerner les impôts ou même la création d'entreprises. Donc, l'industrialisation sans le numérique, pour moi, à l'heure actuelle maintenant, avec les évolutions de la société et de la manière dont on fonctionne, on ne peut plus y couper. Pourquoi aujourd'hui on considère la data, la donnée, comme étant une matière première indispensable, en tout cas au même titre que l'énergie pourrait l'être? Pourquoi on considère la data aujourd'hui comme ça? En fait, qu'est-ce que c'est la data? C'est de l'information. Et l'information concernant, par exemple, des personnes, si on prend le cas des données personnelles, c'est précieux parce que ça indique énormément de choses sur le comportement des personnes, sur leurs habitudes, par exemple, de consommation. Et c'est très recherché et par les hackers qui après vont revendre ces données sur le dark web, par exemple, et également par les autorités qui veulent un petit peu protéger en fait les États au niveau de sécurité et connaître les comportements dangereux des individus. Donc en fait, on a deux niveaux. On a le niveau
commerciale ou la donnée des personnes, là je parle plus de la donnée des personnes, mais ça marche également pour les données des industries, vont être réexploitées par la suite et vont être revendues très cher via d'autres filières. Oui. Et puis là, aujourd'hui, justement, l'IA, on en parlait tout à l'heure, elle se base sur ces données-là pour s'améliorer, pour répondre à nos problématiques quotidiennes. Et puis il y a aussi la volée, nous pour la santé, c'est grâce à toutes ces données aussi que on s'améliore d'année en année. Aujourd'hui, l'autre jour on avait les vœux à l'hôpital ici à Quimper, et puis notre directeur et notre nouveau président de CME disait moi j'aime pas quand on me dit ouais c'était mieux avant quoi. Enfin non, il y a 10 ans, il y a pas besoin de repartir très longtemps en avance. Il y a 10 ans, on soignait moins bien qu'aujourd'hui quoi. Mais tout ça c'est possible grâce à des évolutions techniques, à ces données qui permettent de mieux comprendre le corps humain, tout ça, et puis de mieux soigner au final. Donc la data est importante pour nos systèmes et sous-systèmes, ok. En quoi ça peut devenir un levier de pouvoir et un levier géostratégique? La data d'une industrie, d'un État ou de leur être capable de stocker de la donnée, déjà, c'est pas, toutes les entreprises peuvent pas y prétendre. Stocker de la donnée en masse, en plus, c'est de plus en plus compliqué. Que ce soit, techniquement parlant, avoir les ressources nécessaires, que ce soit les ressources humaines, mais même, techniques pour le faire. Et puis peut-être les leviers financiers qui permettent aussi de se lancer sur du stockage de données en masse. Donc là, actuellement, c'est vrai on peut être bloqué au niveau d'un pays et on peut faire pression sur un autre pays quand nous, on est capable de répondre aux attentes en fait d'une entreprise, voire d'un gouvernement, si le pays qui est à côté, lui, n'est pas en capacité, en tout cas à l'heure actuelle, de le faire. Ça peut être des moyens, je pense, géopolitiques Alors, comment on peut expliquer aujourd'hui que la data, en tout cas en Europe, est massivement migrée vers des acteurs américains? La confiance, je pense que ça a été la confiance, le fait de se reposer justement sur une industrie qui était en capacité de mettre énormément d'argent dans ces technologies-là, et puis on va se reposer là-dessus en se disant ok, on a un allié peut-être qui actuellement nous propose des solutions techniques. Peut-être que ça a été peut-être un mauvais choix, un peu loupé le coche de se dire ok, on va s'aligner, plutôt que de se dire ok, en fait ils le font, on va rester comme ça quoi. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est on a voulu mettre le paquet sur le développement de services parce qu'on pensait que ça avait une plus forte valeur ajoutée. Puis les données, c'est compliqué à gérer, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est de la réglementation, tout ça, et donc c'était un peu la facilité finalement, et peut-être qu'aujourd'hui on y revient un petit peu là-dessus. Si on veut aussi parler d'un point de vue historique, contrairement à beaucoup d'idées reçues, ça fait très très longtemps en fait que les États-Unis s'intéressent au numérique, s'intéressent à l'intelligence artificielle, et c'est aussi toute une idéologie qui est derrière. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Et c'est une volonté de leur part d'avoir voulu investir massivement dans ce domaine-là, pendant que nous, on avait une vision différente. Parce que le numérique, l'intelligence artificielle, le concept en tout cas, est quand même 100% américain, avec une vision américaine qui est différente de notre vision européenne. Et ce sont deux visions différentes qui, en fait, s'affrontent aujourd'hui. Et en quoi ça a un lien direct avec nos organisations, nos PME, cette migration de données, en quoi ça les concerne? Il y a énormément aujourd'hui de PME qui vont être un peu contraintes de choisir des solutions SaaS qui stockent aux États-Unis, par exemple, mais c'est même pas une question de choix propre. Mais quand on va en fait démarcher un logiciel qui fait du SaaS, donc qui stocke ses données en ligne, pour raccourcir un petit peu la chose.
On peut demander où sont stockées les données et parfois on peut choisir aussi où on va les stocker, on va avoir le choix. Souvent, on a quand même l'alternative américaine qui est proposée. On peut avoir des fois des choix européens, mais toutes les entreprises ne le proposent pas. Parfois, les coûts sont différents. Et puis, il y a eu aussi une baisse de confiance il y a quelques années avec notamment l'incendie qu'il y a eu chez OVH. Je pense que ça n'a pas aidé en tout cas les 5 dernières années au choix des entreprises d'aller vers du stockage européen ou français. Ok. Alors, quand on édite une application, qu'on l'héberge sur un cloud américain et qu'on produit du service, du software as a service, on a souvent, avec la grande époque du règlement, enfin du RGPD en Europe, on a eu cette idée de se dire, je vais choisir un data center sur Azure, GCP ou AWS, on va le mettre on va le câbler sur l'Europe de l'Ouest, et je vais être, comment dirais-je, compatible avec le RGPD. Est-ce que c'est vrai ça aujourd'hui? Est-ce que ça l'a été et est-ce qu'aujourd'hui c'est vrai? Alors, on a un problème en fait au niveau de la sécurité des données. Pourquoi? Parce que quand on veut protéger des données, on doit répondre à 3 objectifs. Une donnée doit être disponible, ça s'appelle le DIC. Une donnée doit être disponible, doit être pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, si vous voulez, on a une réglementation sur les données, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que votre donnée, elle doit être protégée et elle doit être suffisamment protégée selon le RGPD. Et si vous ne respectez pas cette réglementation-là, vous avez en fait la personne qui collecte la donnée a une responsabilité. Et dans ce cas-là, vous engagez votre responsabilité. Voilà. Et c'est quoi les risques face à une non-maîtrise justement de ces risques-là? Alors, c'est ça que je voulais dire en fait. Donc, c'est tout ce qui est disponibilité de la donnée. Votre donnée ne sera plus disponible. Intégralité, voilà, ça me revient le I. Intégralité, votre donnée sera modifiée. Il y a un risque de modification de la donnée. Et le C, c'est confidentialité. Il y a aussi un risque de perte de la confidentialité de la donnée. Et c'est ça en fait qu'une organisation doit faire attention quand elle stocke de la donnée quelque part. Elle doit s'assurer que sa donnée soit toujours bien disponible, intègre et confidentielle, et respecte ce principe de confidentialité. Alors, lorsque je mets de la donnée sur un cloud Amazon, par exemple, est-ce que je respecte ce fameux triptyque DIC? Alors, faut savoir qu'il n'y a pas de RGPD déjà aux États-Unis. Donc, on est en fait sur des. Mais si je suis hébergé en Europe de l'Ouest? Là, c'est vrai que je connais moins les réglementations de l'Europe de l'Ouest. Alors, en fait, le RGPD a une vocation extraterritoriale, c'est-à-dire qu'il s'applique en dehors de l'Europe. Donc, en principe, normalement, en théorie, on va dire, vous devrez être protégé. Sauf que les Américains, eux, ont d'autres textes, ont d'autres réglementations de leur côté, qui fait qu'ils ont quand même accès aux données que vous allez stocker sur des clouds américains. Donc, si vous stockez, vous prenez le premier cloud venu, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, et que vous mettez vos données dessus, ils ne seront pas suffisamment protégés. Et il faudra mettre en place des mesures supplémentaires pour vous assurer que vos données soient bien protégées. Comment on peut faire pour justement s'assurer que nos données ne soient pas à un moment donné accédées ou coupées ou en tout cas intègres et non disponibles? Si on prend votre triptyque, comment on fait pour s'assurer de ça? Alors déjà, il y a une assurance via les contrats, il y a tout ce qui est juridique. Donc déjà s'informer où c'est que je mets mes données et quel est le service qui m'est proposé. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, d'un point de vue technique, il faudra s'assurer via des mesures comme par exemple le chiffrement, avec des clés de déchiffrement qui seront
détenus par des clients en Europe, que vos données ne puissent pas être déchiffrées par un gouvernement américain, par exemple. D'accord, là j'entends parler plusieurs fois du gouvernement américain. Je pense que vous faites allusion au Cloud Act, qui date de 2018 et d'une loi promulguée par Donald Trump lors de son premier mandat. C'est quoi le Cloud Act? Alors, le Cloud Act, c'est un règlement américain qui permet aux autorités américaines d'avoir accès aux données qui sont stockées sur des clouds qui sont détenues par des sociétés américaines où se trouve, où que soit le data center, en fait. Donc, même si le data center se trouve en Europe, en France, à partir du moment où l'entreprise est américaine, il faut savoir qu'il y a un risque. On est en termes de risque, il y a un risque que vos données soient vues par des autorités américaines. Vous voulez dire que ça ressemble un petit peu au scandale d'espionnage de J'aime Plus qui a eu lieu dans les années 80 avec cette fameuse société qui éditait des puces de téléphone. En tout cas, ça fait lien avec ça, où c'était la CIA qui a déstructuré cette société pour accéder aux clés de chiffrement de nos télécommunications. Ça me fait penser un petit peu à ça. Est-ce qu'on en est de cet ordre-là aujourd'hui avec le Cloud Act? Alors, comme je vous disais, il y a un risque. C'est pas dit que vos données vont être vues par les autorités américaines. On ne sait pas. En tout cas, il y a cette possibilité-là. Et ça, il faut le prendre en compte, suivant ce que vous mettez dessus. Si vous avez des données sensibles au sens du RGPD ou des données classifiées parce que vous êtes une entreprise et vous avez, par exemple, des secrets de fabrication, il faut savoir que c'est possible. D'accord. Et alors, comment on fait en tant qu'organisation pour voir où se stocker les données et justement essayer de cartographier les risques associés à ces emplacements qui peuvent être parfois non confidentiels? Moi, j'ai écouté avec attention ce que disait Karine, parce que c'est vrai que nous, dans le monde de la santé, c'est peut-être un peu différent, puisque finalement, enfin, notamment ici à l'hôpital de Quimper, on va héberger quasiment toutes nos données, en fait. Nos applis, elles sont quasiment toutes en on-premise, enfin, en tout cas la grande majorité. Et puis une fois que si elles sont hébergées sur le cloud, on va avoir il va falloir que ce soit des hébergements certifiés HDS, donc hébergement de données de santé. Donc c'est je regarde la jeu. Parce que en fait, vous êtes un organisme public et vous avez une réglementation qui est particulière, qui est spécifique pour les organismes publics, qui n'est pas forcément. Alors, les organismes privés peuvent bien sûr et devraient même se mettre sur cette même ligne-là, mais il y a une réglementation, ça s'appelle le Cloud au centre en fait, et cette réglementation-là impose des normes strictes aux organismes publics pour protéger les données des administrés. Voilà. Et c'est vrai que du coup, derrière, c'est des contraintes, hein, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que même nous, on héberge nos santé, mais on n'est pas HDS. Parce que on va pas héberger des données de santé d'autres établissements, parce que derrière, voilà, c'est des contraintes très fortes au niveau de la gestion des données et tout ça, qu'aujourd'hui, nous, on sait pas faire. Enfin, ça serait trop compliqué. Voilà, peut-être que demain on le fera, ou peut-être qu'on n'aura plus le choix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de données sensibles qui sont hébergées sur des clouds américains, hein, on va dire le nom, mais on a créé une certification qui s'appelle le SecNumCloud, qui est une certification de l'ANSSI, de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un organisme public géré par l'État français, et qui certifie en fait que ce cloud sur lequel vous allez mettre vos données répondent à un minimum de sécurité et vous garantissent en fait la sécurité de vos données. D'accord. Donc, en tant qu'organisme public, organisme privé, entreprise privée, on a quand même des guides, on a quand même des choses qui nous permettent de voir un petit peu plus clair sur ce que l'on peut faire par rapport à nos données, aux données en tout cas de nos clients en tant qu'entreprise ou de nos patients en tant qu'hôpital. On a quand même ces organismes qui nous guident.
Bah oui, parce que vous avez la réglementation, vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Et la réglementation est en vigueur par rapport au risque qui va être causé sur vos données. Donc plus vous allez avoir un risque élevé pour les données, plus vous allez devoir mettre en place des mesures de protection. Il y a une directive qui a été votée il y a quelques années qui s'appelle NIS 2, qui est une directive sur la cybersécurité. Suivant l'organisme que vous êtes, suivant votre chiffre d'affaires et suivant surtout votre domaine d'activité, vous allez avoir des contraintes supplémentaires à mettre en place, des mesures de cybersécurité plus grandes si vous rentrez dans cette réglementation-là. Pourquoi? Parce que vous allez être considéré comme organisme d'intérêt vital. Et dans ce cas-là, il y aura, si vous êtes cyberattaqué, il y aura un risque qui sera plus élevé pour la nation. Donc, il faudra vous protéger davantage. Et c'est vraiment la réglementation, c'est vraiment une réglementation qui s'applique par rapport au risque. Et selon vous, quel risque est le plus sous-estimé par nos organisations aujourd'hui? On voit quand même énormément de vols de petites données. On va dire, quand je dis petites données, c'est des fois juste nom, prénom, numéro de téléphone pour créer des arnaques plus ou moins grandes. Actuellement, moi, je pense que c'est vraiment le gros problème qui concerne, on va dire, un petit peu tout le monde avec le vol massif de petites sommes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui sous-estiment un peu quand elles se font voler ce type de données. On va citer notamment la mairie de Quimper récemment, le portail de réservation pour les rendez-vous passeports et cartes d'identité qui s'est fait cyberattaquer. Les données des personnes ayant pris un rendez-vous pendant je sais plus 1 an et demi ont été vendues. Moi, je faisais partie de ces personnes. J'ai reçu un SMS, nom, prénom, date de naissance, adresse complète. Donc, je vois pas d'autres. Pour moi, ça vient de ce vol de données-là, et effectivement, m'indiquant, je sais plus quoi, un colis ou autre. Quand on commence à avoir de plus en plus de données personnelles qui sont volées et qui sont mis à disposition on va dire, de brouteurs, souvent, c'est là où au final on met vraiment en danger la population, et je pense que c'est malheureusement très sous-estimé. Alors, le vol de données d'entreprise et vraiment le chiffre qui amène au chiffrement, effectivement, c'est encore d'autres choses. Mais pour moi, là, c'est vraiment un risque majeur de vol de données qui est complètement sous-estimé par énormément d'acteurs. C'est vraiment les petites données qui paraissent un peu sans importance, mais finalement qui vont mettre en danger des personnes qui sont peut-être pas assez sensibilisées au numérique. Mais allant jusqu'à un vol d'identité ou ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est un risque en ce moment qui est trop sous-estimé. Et c'est pour ça aussi que je pense que la CNIL, elle veille à ça. Et tout récemment, là, début décembre, ils ont mis une amende à Free là de 42 millions, je crois. Enfin, c'est énorme parce que en disant ça peut pas continuer comme ça, et puis parce que derrière, après, quand il y a du vol de données ou des cyberattaques, ça coûte aussi des millions, hein. Enfin, nous, les hôpitaux, il y en a quand même pas mal qui se sont fait cyberattaquer ces dernières années. Le gouvernement aussi l'a compris du coup, parce que il a mis en place des programmes. Là, il y a un programme CARE qui s'appelle pour donner des moyens aussi aux établissements d'améliorer leur sécurité, que ce soit des données, de compromission, enfin des attaques par délit de service, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, les acteurs publics sont de plus en plus au fait de ces problématiques-là. Donc un vrai sujet. Okay. Oui, et comme vous disiez, c'est vraiment les PME en fait qui sont le plus ciblées en ce moment par les cyberattaques. Pourquoi? Parce que déjà il y a cette croyance dans le fait que ça m'arrivera pas, je suis une petite PME un Quimper en Bretagne, je n'intéresserai pas des cyberattaquants, donc je vais pas me protéger. Et c'est justement parce qu'il y a cette croyance qui existe que les cyberattaquants vont en profiter
et vont attaquer. Et c'est aussi une question de moyens. Souvent, on se dit ah mais sécuriser mon entreprise, ça va me coûter très cher, c'est encore un investissement en plus. Je préfère le mettre cet investissement-là dans du commerce ou dans autre chose. Et malheureusement, c'est souvent quand on s'est cyberattaqué qu'on se dit ah zut, ça m'est arrivé et c'est trop tard. Et tous ces plans-là, tout ce qui est RGPD, tout ce qui est plan de cybersécurité, ça repose vraiment sur des plans de prévention. C'est vraiment se protéger avant que ça n'arrive. Parce qu'une fois que c'est arrivé, c'est trop tard et ça coûte très souvent bien plus cher que si on avait mis en place des mesures de protection. D'accord. Alors, quand on parle de souveraineté numérique et souveraineté industrielle, on parle également conformité des données. Notamment, tu as commencé par ça, Karine. La conformité des données, c'est quoi finalement? Comment on pourrait la définir? Alors, la conformité des données, ce sont des normes qui sont imposées aux entreprises. Alors, souvent, ça a très mauvaise réputation parce que on me dit encore de la contrainte administrative. Il faut savoir que c'est pas du tout fait pour embêter les organisations, ce qu'on entend souvent, mais c'est vraiment là, au contraire, comme on en parlait à l'instant, et je pense qu'on l'a démontré, c'est vraiment fait pour aider et protéger et avancer d'un point de vue économique. Donc la conformité, c'est ça va être tout ce qui va être réglementation autour du numérique. Et il y en a, contrairement à une croyance aussi qui malheureusement fait des ravages, où on pense que Internet est une zone de non-droit, ce qui est totalement faux. Il y a bien un cadre juridique sur Internet et sur le numérique en général. Et il faut l'appliquer parce que c'est notre vision en fait européenne que nous avons, contrairement d'ailleurs aux États-Unis, qui eux sont dans une vision inverse et avec justement cette déclaration du cyberespace de 1996 de John Barlow qui dit nous ne sommes pas du tout concernés par la réglementation. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une idéologie, c'est une croyance, ça ne s'applique pas du tout dans les faits. Et malheureusement, ça fait des ravages parce que beaucoup de personnes pensent que Internet est une zone de non-droit avec toutes les conséquences qu'on constate quasiment tous les jours. Ouais, et je pense que c'est aussi pour protéger le citoyen. En fait, il est maître, il doit rester maître de ses données, au moins en tout cas chez nous. Je prendrai l'exemple du DMP, du dossier médical partagé. Que tout le monde a, même si aujourd'hui, bon, c'est pas encore très rentré dans les habitudes de tout le monde, mais recueillir le consentement du patient, c'est vachement important. Et puis dernièrement, on a entendu les médecins un peu se plaindre de ça, parce que il y a beaucoup de documents qui arrivent, des comptes rendus. Aujourd'hui, c'est pour des patients qui sont atteints de multiples pathologies, il y en a un peu partout, c'est vrai. Donc je pense que ça va s'améliorer de ce côté-là. Mais l'autre jour, je discutais avec un médecin, il disait c'est compliqué d'utiliser le DMP, faut être sûr que le patient il est OK pour qu'on aille chercher ses infos et tout ça. Mais en même temps, on est un peu obligé. J'avais eu l'exemple, voilà, en imagerie, on me disait je sais pas, une petite jeune qui vient à une consultation pour se faire avorter, elle a peut-être pas envie que ses parents soient au courant. Donc c'est vachement important de prendre en compte ça. Ce consentement-là, où un patient à qui on a détecté un cancer, il veut peut-être l'apprendre par un médecin qui lui dit plutôt que par une notif qui arrive sur son DMP, quoi. C'est vachement important, quoi. Est-ce que vous observez des écarts importants entre les normes qui existent, les réglementations qui existent et le terrain? Ça dépend sur quoi. On a quand même, pour moi, un cadre qui est très strict, notamment sur le contrôle de l'identité de la personne qui va être reçue. On a justement des personnes au bureau des entrées qui vont vérifier déjà qu'on reçoit le bon patient. Donc déjà s'assurer que les données sont pas mélangées avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que chaque patient est identifié par un numéro pendant tout son séjour, avec étiquette contrôle de l'identité à chaque étape. Donc pour moi le cloisonnement des données est fait en tout cas. Donc ce qui va arriver dans le DMP d'un patient ne concernera pas un autre patient, parce qu'on a dès l'entrée du patient à l'hôpital un contrôle strict
stricte de son identité et une vérification justement en cas de suspicion et en cas de doute, ce qu'ils appellent communément les identités douteuses, avec vérification là par un cadre du service. Donc pour moi, on n'est pas, et puis on peut pas dans tous les cas être en marge en fait des attendus, en tout cas en milieu hospitalier. Après, on va pas se mentir, j'ai déjà vu des fichiers Excel dans certains services. Voilà. Donc, quand on découvre ça, on essaye de comprendre pourquoi ils ont ce fichier Excel-là, parce que normalement, ça devrait être dans des outils où justement, tout à l'heure, on disait la traçabilité des données, qui accède à telle donnée, est-ce qu'il a droit d'y accéder, tout ça. Avec un fichier Excel, on peut pas le faire. Et donc, dans ces cas-là, on prend le sujet en main. On va, s'il faut acheter une nouvelle application, on va le faire. Enfin, on va revoir un peu les process du service pour petit à petit améliorer tout ça. Après, c'est intéressant quand même ce que tu disais sur la traçabilité, parce que c'est quelque chose qui est un peu émergent là à l'hôpital, justement sur les droits de consulter les dossiers patients, où on a en fait la possibilité, enfin chaque personne a le droit de demander qui a fait des consultations sur son dossier, et c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive un peu plus souvent maintenant. Des personnes qui veulent savoir non pas ce qu'il y a dans leur dossier, parce que c'est pas forcément tout n'est pas forcément destiné aux patients, mais savoir qui a ouvert leur dossier. Alors c'est difficilement justifiable, on va dire, pour un patient classique de dire non, mais telle infirmière, enfin, voilà, une infirmière, elle peut travailler, elle peut être amenée à travailler même dans un autre service pendant les périodes de tension, mais ça peut arriver dans certains cas qu'il y ait en fait des questions justement sur la traçabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est faisable avec les outils qu'on utilise, d'avoir une traçabilité numérique en fait des ouvertures des dossiers patients, et c'est des choses qui sont demandées parfois, notamment par en tant qu'agent, on est amené à consulter aussi à l'hôpital, et on n'a pas forcément envie que les collègues aillent voir le dossier. C'est plus, on va dire, en interne où on peut avoir ces questions de traçabilité. D'accord. Et toi, Karine, dans ton quotidien, est-ce que tu observes des écarts entre le terrain et les normes, les réglementations? Oui, bien sûr, on va pas se mentir, hein, il y a énormément d'écarts. Souvent, comme je disais tout à l'heure, c'est mal compris parce que c'est pris comme de la contrainte. Donc, effectivement, il y a des écarts. Après, il y a des organisations qui jouent le jeu, qui comprennent les enjeux et qui jouent le jeu aussi. C'est surtout une question de culture et de formation. Ce que vous disiez, le cloisonnement des données, le fait que certaines personnes puissent accéder à des données et pas d'autres, le fait que le patient puisse avoir consultation de son dossier, le fait, tout ça, en fait, ce sont des grands principes du RGPD qui sont repris d'un point de vue juridique et qu'on applique sur le terrain au bénéfice des patients. Parce que quand on gère, en fait, en tant qu'organisation ou en tant qu'hôpital, les données des patients, il faut pas aussi qu'on oublie qu'un jour, c'est nous-mêmes qui sommes patients. Et donc, les données, c'est pas juste dans un sens, c'est pas juste nous qui, en tant qu'organisme, traitons les dossiers de nos clients. C'est aussi nous, quand nous sommes clients, on est aussi, je vais dire content, on est aussi serein plutôt si on sait que nos données à nous, et surtout des données de santé, sont bien traitées. Voilà. Et alors, tu l'as dit, quand on est décideur, on voit souvent ces réglementations comme des contraintes. Je pense au RGPD, je pense à IPA, je pense à d'autres réglementations. Est-ce qu'il existe des opportunités également quand on parle de conformité de données et de conformité à une réglementation de gestion des données? Est-ce qu'il y a des opportunités qu'on peut soulever, qu'on peut se dire, en nous mettant en règle, eh bien, on peut effectivement, voici les opportunités qu'il peut y avoir. Nous, c'est vrai qu'on va avoir plusieurs programmes qui sont faits par l'État directement. Donc, on a notre RSSI qui régulièrement va voir les dossiers qui sont disponibles, les projets en fait, et il va voir donc si on peut en fait se mettre, enfin si on est déjà à niveau par rapport
rapport à l'attendu de base et si on peut y aller. Et effectivement, c'est des projets numériques qui permettent à l'hôpital de récupérer après des financements pour d'autres sujets. Donc on a eu questionnement sur le programme CARE, on a eu le questionnement sur le Ségur, la version V2 là en ce moment. Donc on a nous notre RSSI qui travaille vraiment au quotidien là-dessus et c'est des réelles opportunités financières en fait d'aller en fait sur ces projets-là. Et pour un organisme privé, pour une entreprise privée, est-ce qu'il y a des opportunités? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La première opportunité, c'est la sécurité, parce qu'on se rend pas forcément compte, mais le jour où on n'a plus accès à nos dossiers ou qu'on a un problème avec nos données, pardon, pas avec nos dossiers, avec nos données, c'est l'organisme en lui-même qui ne fonctionne plus. Ok. Alors, quelles solutions concrètes existent-ils pour commencer à aller vers la souveraineté et aller vers la conformité de nos données? En tant qu'organisme, on commence par quoi? Déjà, se poser la question, où sont nos données actuellement? Qu'est-ce qu'on stocke? Comment? Déjà, faire, on va dire, un audit de l'interne avant de se projeter sur sur quoi on veut aller. Pour moi, sans savoir là où sont nos données actuellement, on peut rien commencer. Les données et puis les actifs, les applications. C'est quoi mes applications principales? Qu'est-ce que j'ai besoin au quotidien pour travailler en fait si j'ai plus cette application, plus ces données, qu'est-ce que je fais? Faut avoir les idées claires, ouais, de prioriser tout ça parce que on pourra pas faire tout d'un coup, hein, ça c'est sûr. Donc au moins s'assurer qu'on puisse travailler sereinement au quotidien. Et comment on fait pour, alors là j'entends, cartographier c'est l'emplacement de ces données déjà, première étape, et de ces applications, de ces actifs numériques. Mais comment je fais pour déterminer qu'une donnée a un caractère personnel, un caractère sensible, non sensible? Comment je fais pour savoir tout ça? Alors là, ce sont des définitions juridiques. Une donnée à caractère personnel est définie par le RGPD. Une donnée à caractère sensible est également définie par le RGPD. Donc là, on rentre vraiment dans le cadre du juridique. Donc on doit se faire accompagner, si je comprends bien? Oui, de préférence, oui. Totalement, oui. Il faut savoir que le métier de DPO, délégué à la protection des données, a été institué par le RGPD et quasiment obligatoire, alors pas à 100%, mais quand même pour pratiquement toutes les organisations. Et comment on fait pour pas tomber dans l'excès inverse de surprotection et suradaptation des systèmes? Pour moi, il n'y a pas d'excès. En fait, il y aura toujours une augmentation des menaces, diversification des menaces. Il y a toujours des évolutions. Hein. Quand il y a une porte qui est fermée, on en ouvre une autre, voire on en crée une autre. Donc il y a jamais trop sur la protection. Je dis pas tant qu'on j'ai un peu passé, mais ouais, c'est ça. On voit ça comme une contrainte au jour le jour. C'est normal. Mais le jour où on n'a plus ces données, plus ces applications, et ben là, on voit qu'en fait, on peut pas travailler hein, très concrètement. Et souvent, c'est notre RSSI qui a cette image. Enfin, quand on prend la voiture, on met sa ceinture de sécurité. Personne ne se pose la question. Et pourtant, quand on nous demande de saisir notre mot de passe pour la session Windows 4-5 fois par jour, en fait, c'est trop. C'est le même principe en fait. C'est une des organes de sécurité informatique, mais c'est l'équivalent de la ceinture de sécurité. Ça commence par là. Et d'un point de vue juridique, si je peux rajouter, le RGPD prévoit de faire ce qu'on appelle une analyse de risque. C'est-à-dire par rapport au risque de votre organisation, vous devez sécuriser. Alors on ne demande pas d'avoir une sécurité à 100% parce que malheureusement le risque zéro n'existe pas, mais il faut que vous arriviez à prouver que vous avez mis en place les moyens nécessaires qui ont permis de sécuriser vos données. Et pour faire cette analyse de risque, vous devez prendre en compte les menaces qui pèsent sur votre organisation et les vulnérabilités que vous avez. Et en fonction de ces menaces et ces vulnérabilités, vous devez sécuriser les données qui sont les plus sensibles et les plus vulnérables.
Ok, j'imagine qu'il y a des méthodes bien spécifiques pour cartographier ces risques. Qui doit être impliqué dans une organisation lorsqu'on lance cette cartographie pour aller viser la souveraineté? Bah, nous, dans notre cas, c'est les métiers, hein, c'est les services qui sont euh, qui sont au courant de ce qu'ils ont besoin pour travailler. Euh, Moi, par exemple, j'ai travaillé avec la radiothérapie parce que eux, ils voyaient bien d'autres centres se faire cyberattaquer. Ils se disaient, bah, demain, si nous, on se fait cyberattaquer, si on n'a plus l'outil informatique, on peut pas arrêter un patient qui est en traitement de radiothérapie comme ça du jour au lendemain. Donc, il nous faut un minimum de données. Donc, on a essayé, enfin voilà, on a identifié les données qu'ils avaient besoin. On a mis en place un petit système. Alors, tous les jours, ils viennent sauvegarder leurs données sur un disque dur qui débranche après du réseau. C'est quelque chose. On n'avait pas le temps ni les moyens de faire quelque chose de très sophistiqué, donc on a trouvé ce moyen-là. Donc ça ne nous a pas coûté très cher. On a acheté un disque dur et puis voilà, un petit peu de temps pour mettre ça en place. Mais au moins ils sont soulagés et ils savent que demain, si on se fait cyberattaquer ou même on a une grosse panne, ils peuvent partir avec ce disque dur, aller à Lorient, à Brest, le brancher, récupérer les patients et puis c'est reparti en fait. D'accord. Karine, peut-être un mot sur qui doit être impliqué dans ce grand projet? Oui, moi je dirais idéalement tout le monde, parce que tout le monde est concerné. Maintenant, effectivement, tout ce qui est RSSI, les métiers, et bien sûr, tout ce qui est direction, parce que c'est eux, en fait, qui vont donner cette impulsion. Et c'est très important que la direction soit impliquée dans cette protection et dans cette gestion de données. Et quelque chose aussi complémentaire, c'est aussi s'entraîner. C'est parce que le jour où ça arrive, si on ne sait pas en fait où il est le disque dur, enfin par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où il est le disque dur, où il est le mot de passe pour décrypter les données, des trucs comme ça. Enfin, là, Ça, c'est la planification, effectivement. Donc là, on va parler de PCA, PRA, si je comprends bien. Des Exactement. plans de continuité d'activité. Le plan de gestion de crise cyber, effectivement. D'accord. et c'est vrai que on le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, pris par le quotidien et tout ça. Mais c'est super important. Oui, mais là, avec NIS 2, excusez-moi, vous serez obligé de le faire. Si, on a eu l'an dernier, je crois que ça devait être février-mars, donc j'imagine que le prochain va être planifié. Alors, peut-être pas tous les ans, mais tous les un an et demi, peut-être, je sais pas où. Mais on a un plan blanc dédié à une cyberattaque, préparation, simulation de plan blanc dédié à la cyberattaque, et ça a été fait par plusieurs collègues de la DSIN, mené par le RSSI l'année dernière, et conjointement avec des équipes métiers, des médecins, pour justement que tout le monde puisse un peu savoir ce qui se passerait en cas de cyberattaque. D'accord. Nous, parce que justement, comme on disait tout à l'heure, nous, on a des moyens aussi pour mettre ça en place. Mais je disais plus pour une entreprise privée, puisque C'est tout l'enjeu finalement d'une volonté d'une direction d'aller vers cette souveraineté. mais pas que, les métiers aussi. Enfin, moi, je sais que je travaille avec la stérilisation là à l'hôpital. Eux, 2 fois par an, en fait, ils organisent leur propre exercice cyber. Donc c'est tout bête, hein. Ils viennent débrancher toutes les prises Ethernet et ils regardent pendant une demi-journée, une journée, s'ils arrivent à continuer à travailler en fait. Nous, on n'intervient même pas, ils font leur truc dans leur coin et puis après ils nous remontent. Ah bah tiens, il y a ça qui s'est mal passé, il faudrait peut-être retravailler là-dessus. Mais il faut vraiment que les utilisateurs en fait se prennent en main aussi. Alors Karine, tu nous as dit, il y a Nice 2 qui est là et on va être obligé de le faire. Intéressant. C'est quoi cette obligation? Alors, comme vous êtes une organisation, vous allez sur le site de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et vous avez un simulateur. Vous rentrez, alors c'est fait en même pas 2 minutes, vous rentrez vos données dans ce simulateur, et ce simulateur vous dit si vous rentrez dans le cadre de la dispositif de NIS 2 ou pas. Si vous rentrez dans ce cadre-là, cela signifie que vous avez des mesures de sécurité, de cybersécurité à mettre en place qui sont obligatoires, et vous avez des contraintes supplémentaires, dont le fait, par exemple, si vous êtes cyberattaqué, vous devez le déclarer à l'ANSSI dans les 24 heures. Voilà. Ok. Et alors, quels indicateurs clés on peut mettre en place pour mesurer un peu notre maturité
vis-à-vis alors à la fois ces réglementations, mais également sur ce niveau de souveraineté numérique. Est-ce que ça existe déjà des indicateurs clés Il y a les identifiés? indicateurs, je dirais, un peu ce qui se fait dans beaucoup d'entreprises maintenant, c'est les campagnes de phishing mail. Il y a quand même énormément d'attaques qui commencent par ça, par un spam. Déjà, on peut avoir très facilement des campagnes de simulation qui permettent d'avoir des premiers indicateurs. Est-ce que mes salariés sont sensibilisés et est-ce qu'ils, au contraire, vont très vite transférer le mail, ne pas cliquer, ne pas ouvrir, ou est-ce que finalement, je me retrouve avec plein de personnes qui ouvrent, qui cliquent, soit qui se rendent même pas compte qu'ils ont fait une bêtise, soit qui s'en rendent compte, mais mais en fait, qui réagissent pas du tout. Moi, dans ma précédente entreprise, on a eu une petite cyberattaque qui était très limitée, mais qui était liée à quelqu'un qui avait saisi ces identifiants via un spam nous, on n'avait pas détecté. Et pourtant, on avait des outils qui nous permettaient de surveiller les boîtes mail et de venir justement un peu protéger les comptes. Mais celui-là, il est passé entre les gouttes. Elle se doutait qu'elle avait fait une bêtise. Elle n'a rien dit. Et on s'est retrouvé avec des envois en masse à tous nos clients partenaires 2 semaines après. Donc voilà, oui, ça c'est un premier indicateur. Pour moi, les campagnes de phishing, on commence par là. Ok. Oui, voilà, d'où l'importance de faire des exercices et de sensibiliser et de faire des formations dans ce domaine, parce que effectivement, c'est pas le jour où vous avez ce souci, l'employé lui va paniquer en se disant oh là là, j'ai fait une bêtise, vaut mieux que je le mette sous le tapis, que personne ne sache. Et non, ben c'est pas ça. Il y a des choses à faire, il y a des actions à mener. Dans ce cas-là, on est dans une situation de crise, il y a une gestion de crise à faire. Et ça s'apprend, ça s'anticipe et ça s'apprend. Donc, on cartographie les risques, on cartographie également, on met en place en tout cas des plans de continuité d'activité et des plans de résilience. On vérifie bien que nos données sont au bon endroit, ou en tout cas par rapport au degré, on va dire, de sensibilité de nos données. On met en place de la formation utilisateur, puisque ce qui se passe entre la chaise et le clavier, c'est souvent une porte d'entrée, si je comprends bien, à différentes attaques. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Est-ce qu'on doit, par rapport à tout ça, je dirais des outils aussi. Enfin, c'est peut-être tout bête, mais un antivirus, digne de ce nom, il n'y a pas très longtemps que ça, nous on était sur Kaspersky, donc un antivirus russe. Voilà. On l'a changé il y a 2-3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il est pas interdit, même si l'ANSSI préconise de pas trop l'utiliser, mais bon, il est encore utilisé dans les entreprises. On a mis aussi nous en place là, ça fait un an à peu près un EDR qui va lui en complément de l'antivirus, mais lui plutôt se baser sur ce qui se passe en fait sur le poste de travail, sur les serveurs, détecter des comportements anormaux en fait, et puis dans ce cas-là, bloquer le poste, le serveur, et puis remonter des alertes. Et ça, c'est des choses. Là, c'est pareil, ça fait partie du Problem Care. On a réussi à avoir des fonds là-dessus pour s'équiper. Et en plus, on a une très bonne boîte française, Arcang Lab, qui fait des très bons produits, qui est certifiée, qui vient d'être certifiée aussi en Allemagne. Donc, est-ce qu'on peut citer la certification? J'ai pas le ça, mais moi je pensais aussi à des outils justement des anti-spam type Mail in Black pour citer que des outils de transfert de données. Je trouve ça hyper important de permettre à ses clients et à ses collaborateurs de pouvoir transférer de manière fiable ces données. Par exemple, on a Smash qui est un outil français en plus, donc qui est un concurrent de WeTransfer. Ça, ils sont vraiment très bien. Des coffres-forts de mots de passe aussi. Il y a des outils open source. Si on n'a pas envie tout de suite d'aller vers des coffres-forts version SaaS avec extension de navigateur, on peut commencer déjà par un KeePass plutôt que d'avoir un Excel collaboratif comme ça qui traîne. Il y a plein de petits outils en open source ou même pour destinés à des PME avec des abonnements mensuels qui permettent de tester. Commencer un petit peu par là, mais pas penser qu'on pourra tout faire seul. En fait. Et ce qui est important aussi, c'est de faire une veille
parce que la menace d'hier n'est pas la menace d'aujourd'hui et ne sera pas la menace de demain. Et si vous ne veillez pas, vous n'évaluez pas la menace, eh ben, votre plan va vite devenir obsolète. Tous les ans, l'ANSSI publie un livret ça s'appelle le panorama de la menace et évalue les risques les plus importants à N-1. Et c'est très important de se baser sur ce guide-là pour voir où on en est au niveau de la menace et comment protéger au mieux notre organisation. Est-ce qu'il y a des labels qui existent pour valider une démarche en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, pour justement, eh bien, je ne sais pas, moi, gagner des appels d'offres ou gagner des marchés peut-être publics qui nécessitent un certain degré de labellisation? Est-ce qu'il existe des repères comme ça ou bien juste l'ANSSI et des consultants? DSS. Puis lancé. Il y a les statistiques à réaliser à Amazon. Il est pour moi bien. Et voilà. Eh bien voilà, Vous avez les normes ISO. tout à fait, tout à fait. Ok, très bien. Donc effectivement, l'ISO 27001, peut-être, si on peut la citer. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Et la 22305, mais effectivement, d'accord. Ok. Bien, on arrive au terme de cette Initox déjà. Merci en tout cas à tous les trois, bien sûr, d'avoir répondu à nos questions. Donc, on voit bien que le sujet de la souveraineté numérique industrielle est un sujet qui est vaste, qui est multiforme. On a une session d'une trentaine de minutes où on va vous proposer de poser vos questions à nos trois experts et expertes. C'est valable aussi en ligne, évidemment. Donc, il y a déjà des questions qui sont arrivées en ligne. Est-ce que déjà, ici, en présentiel, il y a des questions à poser? Oui. C'est pas le même. Ah, alors, c'était la mairie qui a été effectivement. Donc, c'est un prestataire de la mairie. Les acquis, les devenus, c'est de l'arrière, par les avis, des instituts et des instituts, et ce peut dire, tout me raconte. Et je pense, en fait, je me suis permis cet aparté parce que je pense qu'il y a eu ça a été sous-estimé. Il n'y a pas eu de communication directement faite par mail, par exemple, aux personnes concernées. Moi, je l'ai appris dans les journaux, je crois. Et c'est un peu ce que je déplore, c'est plus de pas avoir fait une communication aux personnes concernées en mettant, voilà, vos données ont été récupérées. Vous vous exposez vous avez plus de risques de recevoir des faux mails pour justement les mondial relais. Et c'est un peu ça, c'est le fait de sous-estimer. En soi, effectivement, les données qui ont été volées n'allaient pas forcément mener directement à une usurpation d'identité, mais pouvaient amener à d'autres petites attaques. Et c'est un peu ça que je déplore, c'est de pas sensibiliser les personnes. C'est effectivement, personnellement, j'en vois passer pas mal et maintenant c'est vrai que j'ai plus l'habitude et je travaille dans le numérique. Clairement ma mère, c'est pas le cas et si elle avait été concernée, potentiellement elle aurait perdu 5, 10, 15 euros voire plus. Et c'est plus ça, c'est plus pour on va dire la population non sensibilisée. C'est voilà, petit mea culpa, attention, vous vous exposez à telle menace. Donc la transparence, effectivement, lors d'une cyberattaque est importante. Vous aviez une question? Vraiment, vous répondre. Stephen Goebbels, man kan rampon met hoe de spectateur toujours de tout captou de a été dans des coups. Sur les géopolitiques, sujet individuel, et qu'on fait pour que c'est juste on a propose à une européen dans un test, dans du logiciel, pour une capacité d'avoir cette souveraineté. Non, comme tu l'as tenu.
Donc, je vais juste répéter la question pour ceux qui sont à distance. La question, c'était vraiment quelle alternative existe pour eh bien, sortir un petit peu de ces hyperscalers américains au vu de la situation géopolitique et des hommes et femmes au pouvoir actuellement outre-Atlantique. Quelles alternatives européennes ou françaises on a? Alors, vous avez totalement raison de le souligner. L'année dernière, en 2025, il y a eu la Cour pénale internationale qui a été victime concernant ces mails d'une disponibilité des mails parce qu'ils traitaient des dossiers qui ne plaisaient pas à certaines autorités et ils ont carrément coupé l'accès via les mails au dossier. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe vraiment. On en a eu une preuve formelle. Ça a fait d'ailleurs un petit tollé dans le monde entier où on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un risque et que le risque était là. Alors maintenant, pour répondre à votre question, la première chose à faire, c'est ce qu'on appelle le security by design ou le privacy by design, c'est-à-dire avant de mettre vos données quelque part, vous demandez, faire cette analyse de risque et vous demandez où est-ce que je peux les mettre et de préférence, si vous pouvez les mettre sur un cloud européen, honnêtement, ça vous éviterait beaucoup de soucis. Maintenant, ce n'est pas toujours possible parce que malheureusement, en Europe, on n'a pas toujours les moyens pour le faire. On a par exemple la DCI qui a on m'entend bien, excusez-moi, qui a un logiciel qui s'appelle Palantir, qui est pas forcément connu, mais qui est un logiciel qui vient des États-Unis, qui a été installé suite aux attentats du Bataclan. Pourquoi? Parce que l'État français n'avait pas les moyens d'avoir un logiciel européen et était obligé de passer par ce logiciel-là, par cette solution-là. Donc malheureusement, et là on revient à ce problème de souveraineté, malheureusement il y a des cas où on est obligé de passer par un cloud américain. Donc comme alternative en Europe, on a quoi finalement? Moi je peux citer OVH qui a eu un data center à Secnum Cloud. On a en termes de suite collaborative Infomaniac K-Suite. Oui, on en a quelques-uns. Justement, il y a le gouvernement là qui a mis en place ce qu'ils appellent la suite. C'est un peu un Google Workspace mais français où on va retrouver une messagerie sécurisée, du chat, du transfert de données, des tableurs, tout ça. Ça a été mis en place surtout pour la fonction publique d'État. Mais petit à petit, c'est amené à se déployer, je pense, dans la fonction publique territoriale, hospitalière. Donc, le but, c'est de retrouver des outils, mais français, quoi. Et il existe effectivement beaucoup d'acteurs privés qui proposent effectivement des data centers souverains en France, en tout cas. Mais tu voulais rajouter? Ce qui est vraiment très important, c'est regarder qui c'est qui gère quelle entreprise. Est-ce que c'est une entreprise européenne ou si c'est une entreprise française qui va gérer le cloud? Pourquoi? Parce que vous avez des fois des entreprises qui disent ne vous inquiétez pas, le cloud, les data centers sont en Europe, c'est protégé. Non, parce que l'entreprise, elle, est américaine et vous êtes toujours sous le joug du Cloud Act. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et ensuite c'est par rapport à vos données, à la sensibilité de vos données, classifier vos données. Est-ce que vous avez de l'open source? Est-ce que vous avez des données confidentielles? Est-ce que vous avez des données personnelles? Est-ce que vous avez de la donnée personnelle sensible? Suivant la donnée que vous avez, vous allez avoir des solutions différentes qui pourront être envisagées. Et si je peux compléter, pour moi, ce qui est le plus critique aujourd'hui, c'est le fait qu'on soit tous sur Windows, quoi, très concrètement, parce que c'est américain et on voit bien nous même à héberger toutes nos applications. Avant, c'était, je vais dire, un peu open bar. On avait le droit de construire autant de VM, de serveurs qu'on voulait en fait. Et là, ils ont changé leur politique là, c'est-à-dire que on va payer au serveur en fait.
Et donc nous, je crois que c'est pour cette année, ça va être plus 10% comme ça, d'un coup d'un seul, quoi, sur un nombre quand même assez important. Je peux pas vous dire combien on a de serveurs, mais c'est assez important. Et à tel point que du coup, maintenant, on se pose un peu la question avant de construire un serveur, est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce qu'on peut pas mutualiser? Et donc, sans parler de coupure comme ça du jour au lendemain, mais c'est juste la façon dont sont vendus les services en fait. Effectivement, tu as raison de citer Windows, et notamment Windows 11, qui a eu, outre le fait d'une interface tout à fait nouvelle, nous apporte environ 200 requêtes sombres. On ne sait pas où ça va, mais 200 requêtes à l'allumage sans même rien faire. Requêtes réseau. Et puis la nécessité aussi de changer les plus anciens ordinateurs, alors qu'en fait, bon, tout à fait. J'ai une question d'Alain à distance. Alors, doit-on continuer à faire confiance aux US ou à la Chine concernant la conservation de nos données, tant industrielles que personnelles, sur le cloud, sachant que ces mêmes données peuvent faire l'objet de fuites ou d'espionnage? Ne serait-il pas mieux de gérer soi-même ces mêmes données? Je pense qu'il faut pas se précipiter d'un coup d'un seul là dans 1 heure et demie et de se dire ok c'est bon je sors toutes mes données etc. Mais il faut se poser la question comme disait Karine sur les nouvelles données. C'est voilà je vais stocker ça. Je prends pas un cloud parce qu'il est connu. J'analyse quand même complètement là où c'est stocké, qui est quelle est de quel pays vient l'entreprise qui gère. Et effectivement, on peut se reposer des questions. Hein. C'est vrai que la partie cloud, ça a été vraiment une révolution. Ça a été malgré le coût quand même beaucoup très confortable pour les équipes de DSI de plus avoir tout en interne. Mais l'hybridation de la donnée, je pense qu'il faut aussi la remettre un peu plus au centre de nos entreprises, mais même à titre personnel, peut-être stocker un peu plus sur des disques que de mettre, je sais pas, tout sur le cloud Apple ou ce genre de choses, alors qu'on le faisait avant, enfin jusqu'à maintenant, de manière, on se posait même pas la question. Donc c'est pas tant de se dire on va tout couper maintenant, mais c'est de se questionner déjà sur les nouvelles données qu'on va stocker. Puis après, refaire un état des lieux de là où on a stocké des données, qu'est-ce qu'on stocke. Des photos, honnêtement, en soi, pourquoi pas, tant qu'il n'y a pas de photos, on va dire, qui peuvent être un peu, qui pourraient arriver sur des sites, sur le dark web. Mais sinon, si c'est pas des documents privés, ça va. Mais je me souviens, nous, on faisait, quand on était à l'ENI, on s'amusait à faire de la recherche Google. On avait trouvé quand même des pièces d'identité très facilement de personnes qui avaient stocké en réseau en pensant avoir sécurisé. Et en fait, tout était ouvert à tout le monde. Peut-être se re-questionner un petit peu sur la donnée qu'on stocke et où on la stocke. Merci. Alors, j'ai plusieurs questions sur le même thème, enfin la même question, mais le premier à l'avoir posé, c'est Arnaud. Je suppose que le Cloud Act s'applique quelles que soient les dispositions de confidentialité prévues par les contrats d'hébergement. Est-ce qu'il suppose bien, Arnaud? Alors, pourquoi le Cloud Act? Parce que souvent on parle du Cloud Act, maintenant ça commence à devenir quand même plus ou moins populaire. On comprend pas trop qu'est-ce que c'est ce Cloud Act. Il faut savoir qu'en fait, ce Cloud Act a été mis en place pour des raisons de sécurité à la base. Tout le monde se souvient des attentats du 11 septembre 2001, le traumatisme que ça a été pour les Américains. Et à la suite de ça, George W. Bush a adopté un règlement qui s'appelle le Patriot Act pour protéger, et c'était dans cet esprit-là, c'était dans un esprit de protection des citoyens américains. Et ça a été mis en place de manière provisoire parce que ça portait gravement atteinte à la vie privée des citoyens qui étaient, on va dire le mot, espionnés dans tous les domaines, sur tout le réseau de communication. Donc, le seul garde-fou qu'il y avait à l'époque, c'était de dire cette loi-là est une loi très intrusive dans la vie privée des gens, donc ce sera une loi provisoire. Avec le temps, en fait, le provisoire est devenu, durable et
perduré dans le temps, si bien que ça a heurté la sensibilité de Snowden. Et on a eu l'affaire Snowden au début des années 2010. Snowden, donc, c'est cette personne qui travaillait et qui a rendu public en fait le fait que tous les données des concitoyens étaient espionnées par les organismes de renseignement. En Europe, nous, on a voulu répondre par ça en créant justement le RGPD et en disant il faut des garde-fous, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et en réponse, en fait, donc en 2016, on a eu ce RGPD avec une mise en application en 2018. Et donc, en réponse à ça, en réponse à ce RGPD, on a eu ce Cloud Act qui permet donc d'avoir accès à toutes les données, que ce soit des données personnelles ou non personnelles. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le Cloud Act, parce qu'on parle beaucoup du Cloud Act, mais aussi une autre loi qui s'appelle la loi FISA, FISA, qui date de 1978 et qui est également une loi du renseignement américain qui permet, pour des raisons de sécurité, d'avoir accès aux données des citoyens américains. Et du coup, est-ce que ça va au-delà des clauses contractuelles sur la confidentialité? Là, j'ai une question qui fait état de ça. Est-ce que AWS, Amazon Web Services, est-ce qu'il peut être HDS? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez des certifications via l'ANSI, qui est le Secnum Cloud, qui normalement garantit le risque de consultation des données par les autorités américaines. Après, le risque zéro, il n'existe pas en fait. L'américain, non. Plus tu as, mais je ne savais pas. Oui, totalement. Exactement. C'est une observation des appris. Ok. Le travail de l'Italie a vu comme ça, si au pays, peut-être. Peut-être, mais. Alors, ce qui se dit pour ceux qui sont en ligne, c'est qu'effectivement, le Cloud Act, c'est non seulement une possibilité pour le renseignement américain d'accéder à l'entièreté des données qui sont disponibles sur n'importe quel data center à travers le monde, détenu par une société américaine, et si elle ne rend pas obligation de ces données au renseignement américain, elle se soumet aussi à des sanctions. C'est une loi qui date de 2018, on l'a dit tout à l'heure, et qui effectivement a contraint, à souhait. C'est Microsoft qui a dit non, je ne transmettrai pas mes données parce qu'il y avait un différend avec un citoyen américain, mais qui était basé en Europe, en Irlande, le data center, et Donald Trump a répondu, nous allons faire le Cloud Act. Et c'est pour ça qu'en fait, en Europe, on a essayé de mettre de la réglementation, dont le cloud au centre, dont on parlait tout à l'heure, pour essayer de protéger nos données. Tout à fait. Alors, je vais reformuler ma question parce que finalement, je reste sur ma faim. Est-ce que si je mets mes données sur Amazon Web Services ou sur Azure ou sur Google Cloud Platform, est-ce que je peux avoir le label HDS pour héberger mes données sensibles ou des données de santé, pardon? Est-ce que je peux mettre mes données sur un hyperscaler américain? Je suis pas sûre du coup que, Cloud Autorité de Santé laisse passer ça avec le Cloud Act. Alors j'imagine que doit y avoir des beaux dossiers à remplir et que ça pourrait être fait, mais je vois mal comment ça pourrait être accepté. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu le cas sur les applications qui sont hébergées et dont les données aussi sont hébergées. À chaque fois, c'était des clouds français, européens, avec la certification HDS. Mais j'ai jamais eu le cas, moi, en tout cas, personnellement. Très bien. Donc, je peux pas dire.
Et peut-être, Karine? Bah, en tout cas, si vous souhaitez mettre des données sensibles, puisque c'est le cas sur ce genre de cloud, il faut que vous vous assuriez d'un point de vue juridique et d'un point de vue technique, notamment par le chiffrement, comme je disais tout à l'heure, avec des clés de déchiffrement en Europe détenues par les citoyens européens. Sinon, si c'est détenu par les Américains, ça sert strictement à rien. Après, bon, voilà. Il faut vraiment mettre en place des mesures de sécurité et pour le coup, c'est très, très contraignant pour nos entreprises européennes, c'est sûr. D'accord, merci. Est-ce que vous avez une question en présence? Oui, au fond. Alors, qu'est-ce que l'on pense de Proton Drive? Est-ce que Proton Drive est une bonne solution ou pas? Techniquement, je saurais pas. Je sais que, enfin, moi, je l'ai utilisé à titre personnel, effectivement. J'aurais pas trop d'avis dessus. Je me suis pas assez renseignée. Par contre, c'est vrai que j'avais des connaissances qui effectivement, pour eux, c'était justement une solution qui permettait un peu de s'extraire des grands groupes. Après, à titre personnel, j'ai pas les connaissances, mais je sais que c'est quelque chose qui était assez prisé par quelques connaissances très, on va dire, plus calées en cyber que moi. Donc, mais je... Bon, c'est-à-dire même propos qu'on ne peut pas attribuer. C'est effectivement toute la question du stockage. Du stockage et quand bien même on ait des données stockées pourvu qu'elles soient chiffrées. Et pourvu que les clés de chiffrement ne soient pas non plus sur un scaler américain. Ok. Alors j'ai une question technique de prime abord, qui est posée par Cyril à distance et qui nous dit: j'aimerais que l'on aborde la question suivante. Comment les plus hauts représentants de la cyber française ont pu choisir de s'appuyer sur des GAFAM pour concevoir un cloud souverain et obtenir le Secnum Cloud? Effectivement, question. Ouais. Je vous avais prévenu. Bah, c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Voilà. Les GAFAM, on l'a dit tout à l'heure, c'est un monopole. Ça a été créé pour avoir un monopole. Ça veut rester un monopole. Donc, c'est juste qu'on n'a pas le choix, en fait. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des mesures de sécurité et se défendre, nous, de notre côté, autant qu'on peut via ces mesures juridiques, ces contrats et également ces mesures techniques. Où ça va se mettre en place peut-être petit à petit et peut-être que ça va, vu la situation géopolitique, ça va peut-être accélérer les choses là. Ouais. Mais ouais, je prends même un Mistral, il a besoin de telle quantité de serveurs, tout ça. On n'a pas les infrastructures aujourd'hui. On construit, enfin, ce qu'on disait au démarrage de cet après-midi, on fabrique pas de puces ou très peu. Donc aujourd'hui, il faut s'appuyer sur ce qui existe et puis tendre vers le meilleur petit à petit. Mais oui, c'est ça, on dit Mistral, c'est français, Mistral, le cloud et Microsoft. Donc voilà. Je pense qu'il y avait pas de part de marché à prendre aussi il y a encore 5-10 ans. C'est compliqué de se lancer pour venir faire concurrence à des groupes établis aux États-Unis quand ils avaient quasiment toute la confiance en plus. Là actuellement, c'est pas impossible qu'on ait des acteurs français qui émergent parce que justement le marché est là, les entreprises sont prêtes à y aller. Il y aura des vraies parts de marché à prendre et c'est pas impossible qu'il y ait, je sais pas, dans 2-5 ans, même des soutiens de l'État. Ce serait d'ailleurs une bonne chose que l'État se positionne aussi en soutien aux entreprises émergentes pour aider à mettre en place toutes les qualifications et certifications nécessaires pour vraiment faire émerger un vrai marché français concurrentiel aux États-Unis. Je voyais l'autre jour, il y avait un article justement, comme on est à Quimper, c'était c'est alors la ville de Quimper qui a mis en place un data center là,
Alors, est-ce que c'est la solution? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est pour proposer de l'hébergement de données à proximité de l'entreprise. Et puis, parce que, voilà, comme on disait tout à l'heure, gérer des données, bah, c'est un métier, c'est du boulot, et forcément, toutes les PME n'ont pas la capacité de le faire. Oui, c'est vrai, c'est ce problème du coût, c'est un coût très très important. Et on dit souvent, c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, c'est vrai que c'est pratique parce que bah, c'est gratuit, donc on y va. Mais il faut savoir que bah, il y a une contrepartie aussi. Ça a été effectivement peut-être même une politique de pénétration de marché en utilisant des modèles économiques très attrayants pour nos entreprises, peut-être. Totalement. Je pense que la question du positionnement des cas, positionnement des cas européens, qui peut critiquer peut-être les Européens ou peut-être les acteurs de cette aspect. Les alliés privés, c'est pas un intéressant. En fait, c'est la personne parlant avec les disciplines environnementales d'activité qui est très bonne et qui est sous une solution, mais pas la bien sûr. Dans cette initiative de Rallye Cowboy qui s'est rapproché de l'université de Rennes pour partager mon site humain et d'avoir des solutions de développement, des solutions d'apprentissage qui se passe. C'est ça aussi le rôle de la c'est omettre la problématique et d'accompagner et que tu comme ça. Et là-dessus, on rabat les scores à terre, ils impactent les buts. Alors, il y a effectivement, toujours pour ceux qui sont à distance, il y a effectivement un besoin et une présence quand même de forces souveraines, françaises, voire européennes, qui accompagnent finalement une démarche. Alors, il y avait, et je pense que c'est peut-être à ça dont vous faisiez référence, France Confiance 2030, qui est passé un petit peu dans l'ombre de la cyberdéfense militaire. Mais ça existe quand même. Hein, c'est effectivement la force publique nationale qui promeut toute forme d'initiative de cloud souverain. Et c'est vrai que c'est un enjeu fondamental. Et il y a beaucoup d'initiatives régionales sur ces sujets. On continue avec les questions parce qu'il nous reste que 8 minutes. J'ai une question de Jessie. Quelles sont les solutions matérielles envisageables pour une souveraineté numérique d'une PME? Donc là, on va parler matériel. Est-ce qu'on continue d'acheter du Dell, du HP, du... Alors moi, je suis pas spécialiste côté infrastructure, et c'est vrai que bah c'est pareil. Héberger ses propres applications, ses propres données, bah il faut des équipes derrière pour manager tout ça, gérer les sauvegardes, la sécurité et tout ça. Donc c'est sûr que ça peut être tentant d'externaliser tout ça, mais en même temps, l'externalisation, elle amène aussi des contraintes. On a eu déjà des incidents, nous, à l'hôpital, parce qu'un tractopelle avait coupé la fibre en sortant l'hôpital, quoi. Et donc, toutes les applis qui sont hébergées, là, d'un coup d'un seul, on les perd. Donc, il faut peser le pour et le contre, en fait. C'est un coût, hein, de toute façon, c'est sûr. Même, je dirais, dans les deux cas. Sur le cloud, ouais, c'est peut-être plus simple parce qu'on n'a pas à se soucier de la gestion au quotidien, mais avec des contraintes aussi. Mais après, enfin, pour revenir vraiment à la question du matériel, actuellement, c'est pareil. On va pas se dire, ok, maintenant là, il se passe des choses aux États-Unis. On arrête d'acheter les marques américaines, chinoises ou autres parce qu'on prend peur. Actuellement, des serveurs, on est quand même en attente quand on a notamment des architectures hybrides, d'avoir des applicatifs qui tournent avec une certaine rapidité, une certaine vitesse d'écriture. Alors je connais pas
bien les acteurs, les autres acteurs. Parce que c'est vrai que j'ai toujours travaillé avec du HP quand je travaillais en infrastructure. Je sais pas si actuellement on a les marques qui pourraient être concurrentielles en achetant européen par exemple. Donc c'est ça, c'est aussi de pas se précipiter. Par contre, lors du renouvellement de serveur, je sais pas, au bout de 5 ans, bah effectivement se poser la question, est-ce que mon revendeur connaît une alternative? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'en pensent les autres entreprises qui ont déjà sauté le pas? L'hybride pour moi chez une PME, c'est quasiment indispensable aussi pour des coûts par rapport à la question de coût. Le cloud, ça coûte une fortune. On a souvent quand même toujours des serveurs avec une partie des applications qui tournent en interne directement. Et il faudra y réfléchir sur les renouvellements. Alors peut-être si vous avez un renouvellement cet été, bah peut-être pas celui de cet été, mais peut-être le prochain dans 5-6 ans. Mais en s'appuyant pour moi justement sur les ressources des revendeurs qui ont l'habitude quand même et puis qui savent ce qui se passe chez la concurrence aussi. Très bien, merci. Alors j'ai une question de Thomas qui nous demande quelles sont les solutions d'OS envisageables et recommandées, tant sur le PC que sur smartphone, au niveau de l'entreprise, pour des solutions d'administration mûres pour les équipes informatiques et également les end-users, qui pourraient permettre de remplacer Windows/Intune. Alors j'ai complètement oublié le nouveau nom, mais il y a quand même Red Hat qui est quand même hyper présent en entreprise depuis des. Là, vous parlez d'une distribution Linux. C'est ça, voilà. Donc sur Linux, mais vraiment. Alors j'ai oublié je sais pas si quelqu'un se souvient du nouveau nom de Red Hat qui a changé récemment. Non. En commercial. Non. Oui. Ouais, j'ai un truc en tête, j'ai complètement zappé. Mais du coup, il y a quand même, chez l'Unix de distribution qui sont quand même maintenant mûrs, qui ont été éprouvés par certaines entreprises. Donc, se rapprocher de là et effectivement, pareil, ça va être sur les communautés d'entraide, se baser sur ce qui est déjà fait ailleurs, en fait, pas se lancer avec une distribution inconnue. Ok, donc des alternatives open source, on va dire. Ouais. Après, nous, à l'hôpital, on a 165 applications. Nous, on développe rien, c'est que des logiciels qu'on achète. Aujourd'hui, à part des applications web qu'on peut avoir, mais on a quand même beaucoup d'applications qui en lourd qui fonctionnent que sur Windows, hein, donc on n'a pas trop le choix. Hein. Ok. Et Karine, peut-être une idée d'alternative en système d'exploitation? Non, pas forcément. Pas forcément. Ok. Une question peut-être en présentiel, oui. Quelle est la part des salariés? Si dans des mauvais places, ils ont pas des salariés, Alors, quelle est la part de responsabilité des collaborateurs et collaboratrices d'une organisation lorsque l'entreprise, l'organisation a une démarche de conformité cyber, voire une démarche peut-être de certification ISO? C'est vrai que j'en parlais récemment avec notre ingénieur cyber à l'hôpital et c'est ce que je lui disais. Alors à mon sens, pour l'instant, il n'y a pas de réglementation. Il y a pas un texte qui fait foi vraiment à l'échelle nationale. Alors il y a peut-être des règlements intérieurs qui déjà commencent à spécifier chez certaines entreprises. J'en ai pas connaissance, mais pour moi c'est vraiment un point capital, c'est d'assez rapidement justement venir écrire vraiment, mais voilà, c'est ça, mais au niveau de l'État en fait. Mais il faut que ça soit. Il faut faire un règlement intérieur et en même temps, vous devez mettre différentes chartes. Donc, vous avez la charte informatique, vous avez la charte de l'IA si vous utilisez de l'IA dans votre entreprise, vous avez la charte des données personnelles et qui oblige en fait les salariés. Et après, s'ils ne respectent pas cette charte, ce sera considéré comme une faute professionnelle. C'est vrai que dans un premier temps, l'écrire dans les règlements intérieurs avec des vraies sanctions, parce que si les sanctions ne sont pas définies, il y aura aucune action possible. Alors sans dire qu'on va venir faire des fautes graves à tour, mais peut-être que
je sais pas, au bout du 3e spam, quand on se fait pirater sa boîte, bah, peut-être qu'il y aura une sanction, je sais pas, plus importante que juste on va être envoyé en formation, en fait. Mais effectivement, que les salariés se rendent compte, bah, que ça devient, en fait, leur réel, devoir en entreprise, d'agir de manière, en fait, sécurisée, parce que c'est souvent quand même par les cyberattaques démarrent par une compromission de compte. Donc c'est vraiment pour moi un réel devoir. Et effectivement, commencer par ajouter des clauses dans le règlement intérieur, ça peut être une première démarche. Et surtout, former aussi vos employés. Il y a une étude qui a été faite au sein d'une entreprise. Avant formation, il y avait 28% de chances qu'un salarié ouvre un mail frauduleux. Et après la formation, c'est tombé à 8%. Donc, ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est aussi une obligation du RGPD, que c'est très, très fortement recommandé, parce que c'est un moyen pour les salariés, ça les valorise parce qu'ils ont une formation. Ça leur sert aussi dans leur vie privée. Quand on a un mail frauduleux, on apprend à reconnaître un mail frauduleux d'un mail non frauduleux. Donc, ça, une vraie importance et pour la vie pro et pour la vie perso. Et en plus, ça réduit vraiment le risque de cyberattaque. Donc, c'est très important. Ça, plus donc la rédaction de chartes, différentes chartes par rapport à ce que vous traitez dans votre entreprise. Mais en principe, tout le monde a une charte de l'informatique. Et là, vous listez vraiment, article par article, ce que le salarié a le droit et n'a pas le droit de faire. Notamment avec l'usage de logiciels personnels, par exemple. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de cette Anytalks, 14e édition au Digital Inspirationnel de Quimper. Merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Alors, la souveraineté numérique et industrielle, on a vu que effectivement, c'était un sujet on ne peut plus important aujourd'hui, exacerbé par les tensions géopolitiques que l'on connaît, aussi bien des Russes, de la Chine que des Américains. Et on a vu effectivement qu'on a une dépendance technique très forte aux hyperscalers américains et qu'il y a des dangers à être effectivement soumis à leur réglementation extraterritoriale. La souveraineté, c'est pas quelque chose d'impossible aujourd'hui. On a effectivement l'Europe. L'Europe est revenue plusieurs fois aujourd'hui, qui accompagne et qui véritablement est une puissance politique forte pour à la fois accompagner des réglementations qui peuvent guider nos organisations. On a l'ANSI également qui offre des guides très structurés pour mettre en œuvre une démarche de souveraineté numérique et industrielle. Le danger d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est l'opportunité de demain, puisque effectivement, quand on a un Donald Trump qui agite beaucoup on va dire de risques énormes pour nos organisations et notre souveraineté, au final, c'est l'opportunité de faire prendre conscience à toutes les organisations françaises et européennes que le danger est là, il est bien réel. Et qu'effectivement, alors peut-être petite anecdote, le renseignement américain est dirigé aujourd'hui par Tulsi Gabbard, qui est une amie proche de Donald Trump. Donc quand on a effectivement des pouvoirs qui sont effectivement liés aussi fortement avec des risques juridiques internationaux, eh bien c'est nos organisations entières qui sont en risque. On a vu que effectivement la mise en œuvre d'une démarche de souveraineté, c'est d'abord une cartographie, une formation également, une cartographie des données, une cartographie de localisation et de sensibilité de nos données au fur et à mesure du degré, en tout cas, de confidentialité nécessaire pour protéger nos données, de conformité de données, et puis de s'appuyer sur des prestataires qui soient le plus, on va dire, souverains possible, avec notamment des contraintes réglementaires, avec des contrats et des labels qui existent, Secnum Cloud, HDS, etc. On est aujourd'hui accompagné en Europe par tous ces labels, et fort heureusement. Et puis c'est des réelles opportunités de effectivement structurer, de se prémunir de cyberattaques. C'est 45 000 entreprises en France, les cyberattaques, et à la moitié qui s'en remettent pas. Donc c'est quand même un vrai sujet. Et puis forcément des opportunités aussi de marché quand on est souverain. C'est une force commerciale et marketing qui peut être mise en œuvre. Merci en tout cas à tous les trois. Merci pour vos réponses. Et puis bonne fin de Digital Inspirationnel aujourd'hui à Quimper. Et puis pour nos habitués en ligne,
Merci de votre attention et puis on se donne rendez-vous pour le 15e épisode des Anytalks. Merci à vous.